merci d'être présent, encore une fois. C'est l'avant-dernière conférence de la saison. Alors, je vous présente le programme qui va venir. Alors, la prochaine conférence, qui aura lieu le 13 juin, ça va être une conférence spéciale pour le centenaire de la mort d'Henri Poincaré. Donc, on fait venir 2 personnes des archives Poincaré de Nancy, un historien et un scientifique, et qui vont parler sur scène et nous faire une présentation de l'œuvre, de la vie et de l'œuvre de Poincaré. Vous m'entendez dans le fond? Oui, d'accord. Alors, je vous ai marqué aussi ici les dates pour la prochaine saison. On a pu respecter le 2e mercredi du mois. Je vous rappelle que l'IAP, c'est en principe le 1er mardi du mois, et la SAF, c'est le 2e mercredi du mois. On n'a pas voulu faire ça la même semaine pour vous épargner quand même. Alors, par contre, je peux vous dire, les personnes qui ont donné leur accord, et vous allez voir qu'on a un super programme. Donc, la saison commencera par Roger Maurice Bonnet, que tout le monde connaît, et qui nous parlera du soleil. Ensuite, David Valls-Gabot nous parlera de M31, d'Andromède, vu sous différents aspects. Jean-Pierre Bibring, de l'IAS, nous parlera de Mars et de la mission Mars Express. Ensuite, ça sera Isabelle. Ensuite, je ne sais pas si c'est dans cet ordre-là, il faut encore que j'affine les dates. Isabelle Grenier nous parlera des sursauts gamma et du télescope spatial Fermi. Jean-Pierre Le Breton, qui est de retour de Hollande, qui est maintenant basé à Paris, fera le point sur la mission Cassini-Huygens. Jean-Michel Halimi nous parlera de cosmologie, bien entendu, vous savez qu'il travaille pour le LU. Étienne Klein du CEA nous parlera de son sujet favori, le temps, la flèche du temps. Jean-Pierre Luminet de la forme de l'espace. Mathieu Bounel du Muséum national d'histoire naturelle nous parlera de météorites. Et puis avec un peu de chance, il y aura aussi une surprise, mais je travaille dessus. Voilà. Alors, voilà le calendrier donc, des prochaines semaines. Alors, je vous signale qu'à partir d'aujourd'hui, il y a une exposition à l'Observatoire de Paris, comme il y avait eu l'année dernière Le Verrier. Il y a une exposition sur Cassini. C'est le tricentenaire de la mort de Cassini. Et à cette occasion, l'Observatoire de Paris a sorti tout un tas de documents et nous montre aussi les résultats de la sonde Cassini qui est en orbite autour de Titan. Bon, c'est un peu compliqué, il faut réserver par Internet pour les visites, il y a des visites en groupe. Enfin, vous cliquerez sur le site et puis vous verrez, c'est bien expliqué. Les visites pour mai, juin, juillet sont déjà prises. La plupart sont déjà prises. Moi, j'ai réservé pour la SAF, pour ceux que ça intéressera, mais on vous fera un mail le 21 septembre. On verra. Qu'est-ce qu'il y a d'autre d'intéressant? Bon, vous voyez ce qui se passe. Tu peux passer la suivante, s'il te plaît? Voilà. La prochaine conférence de nos amis de l'IAP, ça sera le mardi 5 juin, et on parlera des multiples conditions pour l'habitabilité des planètes. Ça sera quelqu'un qui viendra de Suisse et qui nous parlera de ça, donc exoplanètes, etc. Bon, voilà, on va encore appuyer sur là. Voilà. Bon, ça c'est les adresses où vous pouvez trouver les conférences, donc vous savez, vous êtes habitués maintenant. Et la prochaine diapo, s'il te plaît. Voilà. Alors donc ce soir, on a le plaisir de recevoir Daniel Kuhn, qui est astronome ou astrophysicien. C'est astronome ou astrophysicien? Les deux, mon capitaine. Il n'est jamais sorti, je l'ai trouvé sur Internet. Non, c'est celui-là. Ah, c'est celui-là, je me disais aussi, c'est bizarre. L'éditeur avait préfiguré le titre. D'accord. Comme ça, alors... Bon, Nobody is perfect. Il a écrit de nombreux ouvrages, et vous savez que c'est
l'initiateur de la Nuit des Étoiles. C'est aussi l'organisateur de ces conférences de l'IAP que vous connaissez. D'ailleurs, la plupart d'entre vous y participent aussi. Alors, ce soir, il va nous parler d'un sujet controversé, éloigné des sujets habituels d'astrophysique, sur l'astrologie. Je vous signale qu'il a eu la gentillesse de nous donner sa présentation, donc que je mettrai en ligne, comme d'habitude, avec le compte-rendu. Et notre ami va filmer cette séquence en vidéo, comme à chaque fois maintenant. Et là, vous avez l'adresse de la dernière présentation vidéo. Vous le trouvez sur mon site. Voilà les derniers livres de Daniel Kuhn. Voilà. Et c'est les mots du ciel et l'astrologie. Il en reste quelques exemplaires pour ceux que ça intéresse. Vous pouvez vous les procurer à la fin et il vous les dédicacera. Je lui passe la parole. Bon, merci, on passe de lui, alors maintenant c'est à moi de charger ma présentation, merci. Vous voyez quelque chose là? Oui. Alors, je ferme. Alors c'est vrai que je reconnais beaucoup de familière, hein. Il y a un passage entre l'Institut d'astrophysique et les conférences de la SAF qui se fait fort bien. Bon, alors, où est ça? Ah voilà, c'est là. Clic. Voilà, donc je vais venir vous parler d'astrologie et que j'ai intitulé l'astrologie est-elle une imposture? D'ailleurs, c'est pas ce qui est écrit sur le diaporama, là, mais voilà. Donc je voulais poser cette question sous cette forme-là, et on peut voir aussi sous forme d'un dialogue entre astronomie et astrologie. Et alors, à la question, qu'est-ce que je vais vous dire? Je peux déjà vous donner, vous savez, il y a des romans policiers où on commence par donner la réponse, hein. C'est qui a assassiné, et puis ensuite on développe. Ben, vous verrez que ça dépend un peu du point de vue. C'est vrai qu'il y a quelque chose dans l'astrologie qui nous interpelle, c'est, surtout aujourd'hui, c'est le caractère pseudo-scientifique de l'astrologie. Beaucoup d'astrologues se revendiquent la scientificité résumée de l'astrologie. Et ça, effectivement, de ce point de vue-là, on peut répondre tout de suite que c'est une imposture. Donc on essaiera de l'expliquer, j'essaierai de le montrer pourquoi c'est une imposture de le dire sous cette forme-là. Mais pour autant, on peut aussi s'interroger sur la nature de l'astrologie. Finalement, elle existe. Pourquoi existe-t-elle? Pourquoi est-elle encore aussi importante? Pourquoi la trouve-t-on toujours sur le devant de la scène, dans nos gazettes, dans les journaux, et fréquentée par des gens très divers, de couches sociologiques très très différentes. D'ailleurs, ça nous permet aussi de s'interroger sur nos préjugés vis-à-vis de l'astrologie. Donc pourquoi? Pourquoi et quel versant de l'astrologie faut-il regarder dans ce cas-là? Et dans ce cas-là, est-elle toujours une imposture? Oui, bon, pourquoi? Voilà. Donc c'est un petit peu cette idée-là que je vais essayer de développer ce soir. Alors, c'est un travail de réflexion que j'ai commencé à mener depuis très longtemps. Je rends hommage d'ailleurs à Avery Schatzman, qui a été pendant très longtemps, qui nous a quittés l'année dernière, qui était très longtemps président de l'Union rationaliste et que j'ai un jour rencontré aux rencontres de Good Labs, une région dans la région Rhône-Alpes où les astronomes se rencontraient et discutaient entre autres lors d'écoles et de conférences. Et j'étais tout jeune étudiant et je me souviens avoir discuté déjà de ce problème. Mais comment ça se fait que, avec tous les avancées de la science, tout ce qu'on sait aujourd'hui, l'astronomie, pourquoi y a-t-il encore des gens pour... Ben oui, c'est vrai, c'est un problème, mais voilà, on s'échine, on travaille, on lutte, on discute, et il faudra s'y mettre, il faudrait que tu écrives quelque chose là-dessus. Voilà. Ben, il m'avait dit ça dans les années 70-75, et j'ai mis du temps avant d'y songer vraiment. Et ensuite, il y a eu ce premier travail que j'avais fait avec un psychiatre, qui a donné lieu à un ouvrage qui s'appelle « Peut-on penser l'astrologie ?» On a essayé de confronter nos points de vue, justement, le point de vue scientifique et le point de vue des sciences humaines. Et puis finalement, le PUF, que sais-je, nous avait demandé, alors à Philippe Darca et moi-même, d'écrire un nouveau que sais-je sur l'astrologie. Pour ceux qui ont un petit peu suivi cette histoire, il y a eu 3 que sais-je sur l'astrologie. Le premier a été écrit par Couder, dans les années 50, un des tout premiers numéros des que sais-je, on doit en être au 4000e maintenant, je crois qu'il porte le numéro 200, et c'était un livre résolument scientiste, on dirait aujourd'hui. Impossible d'écrire un livre comme ça aujourd'hui.
veux pas dire que c'est pas pertinent, mais finalement, ça veut dire qu'il y avait une audience qui était prête à recevoir cela, les autres s'écrasaient un peu. Et on était dans une période relativement prospère pour la pensée scientifique. Il n'y avait pas encore eu ce courant nouveau qui vient nous titiller, qu'on appelle intelligence design, créationnisme scientifique, enfin, toute cette remise en cause de la place de la science dans la société. Donc, ça oblige à repenser les choses autrement. Il y a eu d'ailleurs un deuxième que sais-je qui a été écrit cette fois par une astrologue déguisée, parce qu'elle n'avait pas tellement annoncé cette couleur-là, et le comité éditorial du PUF avait été pris un petit peu de garde. Donc, ce livre a quand même fonctionné pendant une dizaine d'années. C'était quelqu'un qui était au CNRS, elle était professeure de biologie, elle travaillait à l'université de Dorsey, je crois. Madame Suzelle Fusobrecht, oui, j'ai eu l'occasion de rencontrer, avec qui on a ferraillé sur les ondes, en tout cas. Et puis, finalement, à la suite d'une refondation de la collection, on a éliminé cette deuxième version et nous a demandé d'écrire la troisième. Voilà. Alors, je vais vous parler, donc, je vais faire ça de manière très chapitrée, hein. Vous parlez un petit peu de l'astrologie. Qu'est-ce que l'astrologie? Donc c'est un travail, ce que je vous présente, c'est une coproduction entre Philippe Darca et moi. Nous avons préparé ceci, et puis on l'adapte un petit peu en fonction de nos personnalités, mais on s'en sert comme outil. Ça traduit à peu près ce que vous trouveriez dans le que sais-je qu'on a écrit, destiné à, non pas assommer l'astrologie et les astrologues et la ridiculiser, c'est pas le point, mais simplement essayer de montrer en quoi il y a une différence, en quoi les choses se distinguent. Donc pour ça, il faut déjà se donner quelques éléments pour comprendre comment fonctionne l'astrologie. Et puis ce qui nous a particulièrement intéressé, c'est le rapport entre l'astrologie et la société. Montrer comment l'astronome, en général, croit finalement se défendre très très bien en posant des arguments scientifiques face à l'astrologie, mais vous verrez que ça fonctionne moyennement bien. Plus intéressant, c'est de voir en quoi, c'est ça le propos, en quoi dès qu'on confronte l'astrologie et la science, et on a évidemment des choses entièrement différentes. La plupart des gens le pensent, sauf qu'aujourd'hui, l'astrologie, encore une fois, a besoin, se revendique souvent comme scientifique. C'est là qu'il y a l'imposture. Et voilà. Et puis pourquoi on peut s'interroger aussi pourquoi, quelle est la nature du succès aujourd'hui de l'astrologie. Alors, l'astrologie, c'est pas nouveau. Hein. Et puis il est vrai qu'il y a des effets. Les corps célestes, quand on dit, les astres influent sur vous, c'est ce que disent les gens. Mais oui, les astres influent sur vous, oui, c'est vrai, exact. Le soleil, la lune, même, d'une certaine façon, les marées, on sait que les marées existent, la chaleur du soleil, donc c'est évident. Ça dépend des positions de ces astres dans le ciel, donc on voit bien qu'on subit une certaine influence, les marées, évidemment. Donc il y a toutes sortes d'effets qui sont dus aux alignements Soleil, Lune, Terre. En tout cas, ce sont les astres les plus évidents pour lesquels on peut imaginer un rapport. Et puis, il y a tous les autres. Alors, les autres, c'est plus compliqué, parce qu'on les voit, c'est déjà difficile à voir. Pour des gens comme vous et moi aujourd'hui, qui vivons dans les cités, la plupart d'entre eux, peut-être pas ici, parce que nous aimons tous l'astronomie, mais la plupart des gens n'ont jamais vu une planète dans le ciel. La plupart des gens confondent planète et étoile. Mais autrefois, ce n'était pas vrai. Toutes les personnes qui vivaient à la campagne, les paysans, les agriculteurs, savaient très très bien regarder le ciel et le comprendre. Et ils avaient vu que ces positions, Soleil, Lune et toutes les planètes, il y en avait, d'ailleurs, planète signifie astre errant, vous avez bien dit que ces planètes se déplaçaient par rapport aux étoiles, eh bien, par rapport au ciel qui était à peu près immuable, donc ils se sont dit, ces astres-là doivent avoir une influence. Ce n'est pas par hasard si on les voit bouger. Parce que le ciel procure un sentiment d'ordre, quelque chose d'immuable, quelque chose d'inchangé, contraste avec ce qui se passe sur Terre. Tout bouge, tout revient à la Terre de manière périssable, pourrissable. Alors que le ciel, au contraire, donne le sentiment d'un bel ordonnancement, de nouveauté, d'harmonie. Mais il y a ces petits mouvements. Là, on vit dans des mondes religieux, multithéistes, polythéistes, et l'idée est que ces astres sont les interprètes d'une pensée polythéiste. À chaque astre, chaque planète, un dieu. Et donc tout le travail
va être de comprendre ce que ces astres veulent dire, ce que les planètes, ce que les astres qui sont, ce que les dieux qui sont derrière veulent, quels sont les éléments qui vont nous influencer, qu'est-ce qu'ils sont préparés pour nous, est-ce qu'on va pouvoir, au contraire, contrecarrer éventuellement ces destinées. Alors, l'idée c'était de positionner précisément ces luminaires. Les luminaires, donc c'est le Soleil, la Lune et les planètes. Donc dans un zodiaque, puisque le système solaire, dans le système solaire, la plupart des planètes tournent dans un plan d'une manière assez précise par rapport à un astre ici situé là, un observateur situé sur la Terre, et bien toutes les planètes semblent se promener sur la sphère céleste autour d'une bande relativement étroite. Et très rapidement, eh bien, les anciens, les Mésopotamiens, ont divisé cette bande, 360 degrés de ciel, en 12 signes, divisé le secteur de 30 degrés, 12 fois 30, ça fait 360, et ils ont donné à ces signes le nom des constellations sur lesquelles les déplacements du Soleil et des planètes se projettent. Voilà. Bien sûr, il fallait D'ailleurs, c'est ce qui se passe lorsque la Terre se tourne autour, je ne sais pas si vous voyez bien à cause de la lumière, lorsque la Terre tourne autour du Soleil, eh bien, le Soleil semble se projette devant un groupement d'étoiles artificielles ici, et puis évidemment, au fur et à mesure que la Terre se déplace, eh bien, on a l'impression, on a le sentiment que le Soleil se trouve devant d'autres constellations, et ainsi de suite au cours de l'année. Donc voilà, ça c'est l'idée simple. L'origine se situe à l'équinoxe de printemps, qu'on appelle le point vernal. Je ne l'ai pas mis ici. Alors, une autre façon de faire cela, c'est de représenter sur un plan, c'est-à-dire on place la Terre au milieu, on imagine l'ensemble du ciel, les 360 degrés, et à toute époque de l'année, le Soleil se trouve devant une de ces constellations, donc, qui sont ainsi nommées Cancer, Balance, Vierge, Lion, etc. Donc ça, c'est l'outil de l'astrologue. Alors, en un instant donné, la position des luminaires peuvent être tout à fait calculées, très très propres, et on peut faire une représentation graphique. Alors voilà à peu près l'outil de l'astrologue. Il place, il suppose ici, vous avez vous et moi, nous sommes le patient, le natif, comme ils disent très bien. Vous avez ici la représentation du zodiaque, les signes du zodiaque, il y a le Cancer, et on place la position à un moment donné dans le ciel, la position des planètes, puisqu'il se trouve à peu près sur ce cercle hypothétique qui fait 360 degrés. Donc ici vous avez la Lune, là vous avez... alors là vous avez l'ascendant, c'est-à-dire ici vous coupez ce cercle en deux. Là, vous avez toute la partie qui est visible au-dessus de nous, et ici, toute la partie qui est visible sous nous. 360 degrés, donc 180 au-dessus, 180 au-dessous. Donc là, c'est l'ascendant, c'est-à-dire que les constellations, les astres se lèvent de ce côté-là, et ils disparaissent de ce côté-là. Là, c'est le descendant, et là, c'est l'ascendant. Sur ce schéma-là, ici, vous avez... là, c'est Vénus, je crois. Là, c'est... Non, c'est pas ça. Mauvais astrologue, oui. J'ai oublié les signes. Merci. Ah ben voilà. Non, je cherchais les planètes. Voilà, elles sont là. Donc vous avez Mars quelque part. Vous avez Mars. En bas à droite. Ah oui, voilà. Mars est ici. Donc voilà. Donc on positionne non seulement la position des constellations au moment de la naissance du natif, mais aussi la position de la Lune, du Soleil on le sait, et des planètes. Voilà, donc ça c'est l'outil très important, et ce qu'on l'appelle horoscope. Horoscope, qui veut dire examiner l'heure. On examine l'heure, horos, scopé, scopène, qui veut dire examiner. Donc c'est l'examen de l'état du ciel au moment même où quelqu'un naît, en un lieu donné, en un temps donné. Donc c'est l'outil de base de l'astrologie. Voilà. Alors, donc,
il y a plusieurs ingrédients pour fabriquer ce qu'on appelle un horoscope. Il y a ce qu'on appelle le signe solaire, donc c'est le soleil à un moment donné de la naissance, d'accord. Il y a l'ascendant. Alors l'ascendant, ça va discriminer tous ceux qui sont nés sous un signe solaire donné. Par exemple, signe solaire, ça peut être le cancer. Tous ceux qui naissent au mois de juillet, ils sont censés être du cancer, mais au moment de leur naissance, la constellation qui se levait à ce moment-là n'était pas forcément la constellation du cancer, ça dépend de l'heure à laquelle ils sont nés. Et donc, cet ascendant, c'est le signe qui se lève à l'horizon est, bien sûr, puisque les astres se lèvent à l'est. Le descendant, c'est l'opposé. Le milieu du ciel, c'est ce qui se trouve au zénith. Hein. Et ce qui va être extrêmement important, ça va être également donc, la position de toutes ces planètes qui sont dans les signes et qui font un angle plus ou moins important, plus ou moins magique. Ça, le nombre est quelque chose de très intéressant en astrologie. Ça, c'est l'héritage rationnel des Grecs. Hein. Les Grecs ont introduit le nombre, le 1, le 2, le 4, les 4 signes eau, air, feu et terre. Le 1 et 2, la polarité, c'est masculin, féminin. Voilà. Et vous savez aussi que le ternaire, c'est des groupements par 3. Donc cette rationalité, ça vient des pythagoriciens qui ont ajouté cette rationalité à la mythologie venue, elle, de Mésopotamie et introduite en Grèce après les conquêtes d'Alexandre. Donc tout cela donne quelque chose d'assez particulier, d'assez hybride. Mélange de religion astrale et de rationalité. Et ensuite commence l'interprétation. Alors comment on fait l'interprétation ?